Vous êtes candidat à la présidentielle de 2025, c'est dans moins d'un an, et vous êtes persuadé que l'actuel chef de l'État, Alassane Ouattara, ne le sera pas. Pourquoi? Parce que sa candidature pose plus de problèmes qu'elle n'apporte des solutions. En 2020 déjà, elle posait plus de problèmes. En 2020 déjà, il était dans l'illégalité par rapport à cette candidature qui était anticonstitutionnelle. Nous l'avions dénoncé. Cette candidature a occasionné plus de 80 morts. Encore une action qui pousse le Niger à rappeler aux pays occidentaux que le Niger ainsi que les autres pays de l'AES sont des pays souverains et que la récréation est terminée et qu'il n'y aura plus de jeux bizarres qu'ils vont faire sur ces territoires. L'affaire est assez grave quand même. Ça mérite les inquiétudes et ça mérite l'action qui a été posée par le Niger. Vous allez comprendre. Donc, le Niger exige que l'Union européenne lui rende des comptes sur un certain nombre d'éléments. Particulièrement l'aide humanitaire opaque et unilatérale gérée par l'Union européenne au Niger. Le gouvernement nigérien a exprimé sa profonde préoccupation concernant la gestion opaque, donc invisible, cachée, de l'aide humanitaire d'1,3 million d'euros allouée par l'Union européenne pour les victimes des récentes inondations. On en a parlé ici. Depuis quelques mois déjà, dans le Sahel, il y a beaucoup d'inondations et ces inondations sont même arrivées jusqu'au nord du Cameroun. Et le Nigeria a été touché, le Mali a été touché, le Burkina Faso a été touché, le Niger a été touché. Le Tchad a aussi été grandement touché par ces inondations. Donc, il y a 1,3 million d'euros qui sont arrivés d'aide au Niger et les gars se rendent compte que l'ambassadeur de l'Union européenne gère ça de manière complètement opaque sans dire à quoi a servi l'argent. Selon un communiqué officiel, l'ambassadeur de l'Union européenne au Niger, de manière unilatérale, décide d'affecter ses fonds à des ONG spécifiques. On parle là de CICR, de DRC et de COOPI. C'était des exemples. Et ils l'ont fait, ils ont affecté ces fonds sans consulter les autorités nigériennes compétentes. Cette décision, jugée arbitraire donc, a poussé le Niger à demander un audit approfondi pour pouvoir déterminer l'utilisation réelle de ces fonds. Si vous vous rappelez, à chaque fois que la France parle de reconquérir l'Afrique, elle dit quoi? On doit prévenir l'intégralité de nos partenaires de l'Union européenne, l'intégralité de nos partenaires en Europe. Donc l'inquiétude immédiate là que moi je peux voir, c'est le financement des choses qui sont contre les intérêts du Niger. Étant donné qu'on ne sait pas où l'argent va, étant donné que les ONG se transforment en groupes de relais ou groupes de communication terroristes, étant donné que des ONG se transforment en camps de concentration, étant donné que des ONG se transforment en camps d'entraînement et en base arrière terroriste. Comment ne pas avoir peur que les fonds destinés à aider le Niger se retrouvent en train d'acheter les armes qui vont plutôt tuer les gars de la population? Il y a inquiétude. Et donc quand ils ont remarqué ça, les autorités ont dit tiens, ça tombe bien, on va faire un audit approfondi. Ce sera même l'occasion peut-être de dénicher d'autres espions, on ne sait jamais. Étant donné qu'ils ne veulent pas donner les chiffres, ils ne veulent pas dire à quoi servir l'argent, ils ne veulent pas dire combien est parti où et pour faire quoi exactement. Ils ne veulent rien dire. Et quand ils ont demandé l'audit approfondi, comme par hasard, les problèmes se sont envenimés, ça s'est accéléré et les tensions ont commencé à grimper. Là donc, on peut lire tension diplomatique urgent. L'Union européenne accusée d'ingérence rappelle son ambassadeur du Niger pour consultation. Ça c'était au départ. Dans un contexte de tension croissante, l'Union européenne a annoncé le rappel de son ambassadeur au Niger. Cette décision fait suite à des accusations portées par les autorités de la transition nigérienne qui reprochent à l'Union européenne d'avoir géré de manière opaque et unilatérale l'aide humanitaire destinée aux victimes des récentes inondations dans le pays. Les autorités nigériennes dénoncent une ingérence des affaires intérieures du pays et une instrumentalisation de l'aide humanitaire à des fins politiques. Effectivement, parce que là aussi c'est un autre volet. Ça peut être d'autres manières de mettre sous pression certaines personnes. Non, vous vraiment, les ONG locales, on ne vous donne rien, on va plutôt donner aux ONG étrangères. Voilà, parce que conflit politique et patati et patata. Ça peut aussi très bien être cette manière de communiquer là. Donc, vous voyez là, à la base, on expliquait que c'est l'Union européenne, comme elle est accusée d'ingérence, qui a décidé de rappeler son ambassadeur. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Et le média a corrigé l'information en disant, Niamey précise que le rappel de l'ambassadeur de l'Union européenne au Niger est une initiative souveraine des autorités nigériennes. Donc, ce n'est pas l'Union européenne qui a rappelé, c'est le Niger qui lui a demandé de partir d'abord. Dans un communiqué, le ministre des Affaires étrangères de la coopération et des Nigériens à l'extérieur précise que le rappel de M. Salvador Pinto da França a été décidé par le Niger. Dans le communiqué, cette initiative de rappel intervient après un entêtement d'exécution des opérations de l'aide internationale humanitaire non demandées par le Niger suite aux inondations. Cela après lui avoir signifié de mettre fin
aux opérations le 14 octobre 2024, suite à une convocation. Par conséquent, pour un manque notoire, donc à cause d'un manque notoire de respect envers les autorités nigériennes, le gouvernement est parvenu à la conclusion que la collaboration avec l'ambassadeur de l'Union européenne, M. Salvador Pinto da França, n'est plus possible et demande officiellement son rappel et le remplacement par un autre dans les plus brefs délais. Donc ce n'est pas qu'il coupe toute relation avec l'Union européenne. Ce qu'ils sont en train de faire clairement, c'est de dire ce type-là, on ne veut plus de lui parce qu'il ne nous respecte pas, on veut une autre personne. Et voici le communiqué. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur a pris connaissance du communiqué de l'Union européenne du 23 novembre 2024 à travers lequel elle a d'une part exprimé son désaccord avec les raisons invoquées par le Niger relativement à la gestion de l'aide humanitaire aux victimes des inondations et d'autre part rappelé en consultation son ambassadeur au Niger. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur tient à préciser ce qui suit. Premier point, le gouvernement de la République du Niger n'a jamais lancé un appel à l'aide internationale humanitaire suite aux inondations, en moins à l'Union européenne, donc encore moins à l'Union européenne. Du reste, le gouvernement nigérien avait décidé en toute souveraineté de prendre en charge sur les fonds propres les dégâts causés par les inondations. Donc, le Niger avait décidé d'utiliser l'argent qui est dans les caisses, l'argent des impôts et j'en passe, pour pouvoir réparer les dégâts que l'inondation a causés. Ok, point 2. L'annonce de cette aide non sollicitée est parvenue sur les réseaux sociaux 2 semaines avant que les autorités nigériennes ne soient officiellement informées. Ce qui est contraire aux usages diplomatiques maintes fois rappelés par les notes verbales circulaires adressées aux missions diplomatiques, postes consulaires et organisations internationales accréditées au Niger, précisant notamment que le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur est leur unique interlocuteur. Cela implique que même au cas où cette aide est sollicitée, cela devrait se faire à travers le dit ministère, pas autre chose. Troisième point. Pire, en dépit de ce qui précède, donc du premier et du deuxième point, l'aide a été acheminée dans des régions par le biais des ONG choisies par la délégation de l'Union européenne à Niamey dans une opacité totale. Donc les gars au Niger ne comprenaient même pas ce qui se passait, ne comprenaient pas où l'argent allait. 4. Cette attitude de mépris à l'endroit des autorités nigériennes a conduit le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur à convoquer le 14 octobre 2024 l'ambassadeur de l'Union européenne, M. Salvador Pinto da França, dont le nom est d'ailleurs assez révélateur. C'est écrit dans le communiqué, c'est pas moi qui rajoute, c'est écrit dans le communiqué. Ok, on continue. Lors de cette convocation, il lui a été signifié de mettre fin aux opérations en cours. 5e point. Nonobstant cette mise en garde, le gouvernement a fait 2 mois plus tard le constat amer de la poursuite de l'exécution des opérations non autorisées. Au regard de cet entêtement qui dénote un manque notoire de respect envers les autorités nigériennes, le gouvernement est parvenu à la conclusion que la collaboration avec l'ambassadeur de l'Union européenne, M. Salvador Pinto da França, n'est plus possible et a par conséquent demandé officiellement son rappel et son remplacement dans les plus brefs délais. Il apparaît dès lors que le rappel de l'ambassadeur en cause est une initiative du gouvernement nigérien et non celle de l'Union européenne. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur de la République du Niger réaffirme l'engagement du Niger à travers tous les pays et les organisations internationales épis de paix et de justice dans le cadre de sa souveraineté, sa dignité, des choix stratégiques nationaux et des intérêts des populations. Voilà, donc c'est très clair. Voici la date, fait à Niamey le 24 novembre 2024. Si tout se passe bien, cette vidéo, vous la regardez le 25 novembre 2024. Donc le message a été très clair. Dans cette mouvance de souveraineté au Niger qui s'exprime dans l'intégralité de l'AES, nous avons ce jeune homme à l'écran qui a fait un discours plutôt poignant, un discours motivant, un discours impressionnant qu'il fallait que je partage avec vous. Je suis tombé aussi dessus comme ça, par hasard, mais c'était beau. Relation toxique pour comprendre la relation France-Afrique. C'est la loi de « je suis avec toi pour sucer tout de toi sans vouloir de toi ». Ton sous-développement, c'est mon développement. Elle dit à chaque chef d'État, sois un con d'État, sinon c'est la vendetta. Sois avec moi, mais ne fais pas comme moi. Tu n'as pas besoin d'un meilleur avenir pour ta jeunesse. Laisse-les mourir en masse sur des navires, sur mes côtes en quête de chance, de richesse, d'espérance. Tu n'as pas besoin de meilleurs hôpitaux. Laisse-les crever comme des asticots, comme des animaux. Viens chez moi, amigo, pour faire tes soins dans mes hôpitaux, quels qu'en soient tes mots. Tu n'as pas besoin de meilleures écoles là.
Laisse-les. Envoie tes enfants dans mes hautes écoles et ils reviendront diriger leurs enfants de basse école. Ainsi, ta famille dirigera de façon éternelle. Tu n'as surtout pas besoin d'électricité pour les villes et les campagnes. Achète un groupe électrogène et laisse-moi prendre et vendre l'uranium. Tu auras ta part dans les couloirs et quelques miettes pour jeter dans le trésor. Et surtout, tu n'as pas besoin de déposer l'argent volé dans tes banques. Viens chez moi faire tes comptes. Comme ça, le jour où tu dérapes, on gèle tes comptes et on règle ton compte. Tu vas faire quoi avec de l'or? Si c'est pour la monnaie d'or, je te donne le CFA, une monnaie de Saint-Jean arrimée à l'euro. Et comme les activistes bavarent trop ces derniers temps, je te donne le co. Et un make-up du CFA toujours arrimé à l'euro. Tu n'as surtout pas besoin d'armes lourdes. Tu n'as pas besoin d'une armée forte. C'est dangereux pour un dictateur. Achète juste quelques gaines et quelques grenades pour ta garde. Et n'oublie pas d'acheter du gaz lacrymogène pour bénir de temps en temps l'opposition en tant que bon dictateur. Si tu es avec moi, tu auras accès à tout ce que j'ai chez moi. Mais si tu refuses d'être avec moi, je te ferai subir le même sort que je fais à tous les autres révolutionnaires. Le jeune là, Sankara, il était trop guindé. Faire un discours à l'ONU pour inciter, incriminer, dénider l'impérialisme, c'était très osé. Il voulait très tôt vous éclairer. Mais heureusement, avec Félix et Blaise, on l'a vite criblé, emballé et renvoyé chez Dieu. Lui, Lumumba, il parlait trop, il ne maîtrisait pas ses mots, il disait tout très haut. Mais avec Mobutu, chap et vite, on l'a réduit en brochette. C'est ce qu'on fait à tous les cerveaux qui refusent d'être nos totos, nos gigolos. Et Kadhafi, même hier, nous l'avons laissé dans sa folie. Le gars, il avait la meilleure économie des satellites, mais le hic, c'est qu'il croyait trop aux États-Unis d'Afrique. Mais quel cirque, depuis Berlin, nous avons partagé l'Afrique. Fallait qu'on le stoppe, sinon il allait faire de l'Afrique une puissance économique, technologique, scientifique. Pour ce faire, on a juste fait appel aux avengeurs du mal. Autant Oni, Sarkozy, Obama, Marga, la Libye n'est pliée. Les États-Unis d'Afrique, on n'en parle plus. C'est ma loi. Si tu es avec moi, tu es avec moi, mais ne fais jamais comme moi. Car vouloir faire comme moi, c'est être contre moi. Et je déteste qu'on soit contre moi. Votre classe politique, inconsciente et inconséquente, le sait. Elle applique du tic au tac. Elle sait que moindre ambition pour l'Afrique, moi, j'attaque. Vous pouvez rêver de mon passé, mon présent sera peut-être votre futur, mais mon futur doit se conjuguer à l'impossible pour toujours dans vos écoles là. Ils nous ont bernés, ils nous ont dorlotés pour nous aliéner. Ils nous ont mis des leaders corrompus pour nous affamer, nous piller, nous voler. Et ils ont tué nos révolutionnaires pour nous effrayer. Mais chaque révolutionnaire tué s'est ressuscité en vous, jeunes anti-impérialistes, acteurs de la société civile, engagés, déterminés. Vous avez gardé vivant Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Modibo Keïta, Djibo Bakary, Che Guevara, Hugo Chavez et j'en passe. Leur État ne vivra plus sur le dos de nos États. C'est fini le pillage de nos richesses. On verra sur qui elle compte pour garder sa place de puissance. Déjà le petit est dans sa psychose. Dites aux carnivores Macron que nous ne sommes plus des herbivores. Nous sommes des impérialivores. Et s'il rehausse, il nous recroisera le fer. Déjà nous n'avons pas oublié. Avec l'arrivée du colonel, aujourd'hui général Assimi Goïta au Mali, ils ont voulu asphyxier le Mali. Mais la société civile a appelé le peuple à inonder les rues. Dénigrement sur dénigrement, intimidation sur intimidation. Aujourd'hui, le Mali qui était divisé en 2 et 1. Chose qui était quasi impossible. Chose qui était quasi impossible pour la MINUSMA, pour Barkhane, pour Takuba, toutes ces organisations qui prétendent détendre la paix, l'union, alors qu'ils se battent pour la destruction, pour la division. À l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré au Burkina, le même scénario a suivi son cours. Ils ont voulu nous berner avec la démocratie dans un état où les âmes se déciment à l'infini. Mais les Burkinabés ont dit IB jusqu'au dernier terreau. Et aujourd'hui au Burkina, les terreaux n'ont aucun repos.
Et aujourd'hui au Burkina, les terreaux n'ont aucun repos. Leurs maîtres crient au massacre communautaire pour des badauds qu'ils ont ravitaillés et surarmés lorsqu'ils prétendaient être nos alliés. Et à l'arrivée du général Abdourahmane Tiani, intervention militaire par-ci, fermeture des frontières par-ci. S'ils avaient accès à Dieu, ils allaient couper l'air au pays. Mais cette génération a compris et elle a dit, le Niger ne sera pas la seconde Libye. Les leaders anti-impérialistes, les activistes, les sociétés civiles des 4 coins du monde ont inondé les zones pour couper la méthode qui consiste à diaboliser tout État qui se libère de leur joug avant de l'attaquer. C'est fini l'époque où c'est seulement RFI qui crie. Désormais vous criez, nous crions, vous mentez, nous éclairons. Fini la désinformation. Nos leaders anti-impérialistes, nos activistes sont au front. Chers délégués anti-impérialistes, venus des 4 coins du monde, votre présence à Niamey fait du Niger la capitale de la révolution. Aujourd'hui, l'AES devient le flambeau de la révolution. Vous êtes la génération que Sankara voulait. Nous sommes à la croisée des rêves de nos aînés. Vous êtes la preuve que Che Guevara n'a pas tenu toutes ces années d'embargo pour rien. Vous êtes la preuve que Sankara est toujours vivant, pas que dans les slogans. Vous êtes la preuve que Hugo Chavez est parti très tôt pour rester vivant à nous pendant longtemps. Solidarité envers les peuples du Sahel, du virtuel. Vous êtes venus aujourd'hui nous le témoigner dans le réel. Grâce à vous, ils n'ont pas pu faire au général Abdourahmane. Grâce à vous, le général Abdourahmane Tiani n'a pas senti l'embargo comme l'a senti Fidel Castro. Grâce à vous, Ouattara n'aura pas de Blaise Compaoré contre Ibé au Burkina. Inch'Allah, grâce à vous, ils ne feront pas au général Assimi Goïta ce qu'ils ont fait à Muammar Kadhafi. Cette révolution est la vôtre. Nous sommes fiers d'être parmi les vôtres. Pour le Niger, pour le Mali, pour le Burkina, pour l'AES, on vous dit merci et bienvenue chez vous. Merci. Magnifique. J'ai beaucoup aimé son discours. Beau. Vraiment, rien à redire. Bien travaillé. Il a les bons mots. Non, c'était beau, c'était beau. La jeunesse montante et consciente montrera le vrai visage de l'Occident et leur infligera un échec cuisant. Le jeune frère a résumé en quelques phrases la relation toxique de mépris, d'expropriation, de valet que la France entretient depuis plus de 100 ans en Afrique. Comment l'Afrique peut se développer avec des valets aux têtes de nos États. Vivement des patriotes au sommet de nos États. Oui, ça c'est magnifique. C'est beau, c'est beau, c'est beau. On passe maintenant avec une recommandation de Nathalie Yam. Donc elle dit à télécharger. Après avoir accédé à la présidence de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Mamadou Koulibaly découvre dans les archives de l'institution les accords jusque-là tenus secrets, signés par nos pères fondateurs, qu'elle met entre de gros guillemets parce qu'elle sait que c'était du foutage de gueule. Donc, signés par nos pères fondateurs avec le colon. Des accords qui, jusqu'à ce jour, sont le fondement de la relation que la France a avec les pays de son précaré, voilà, donc de son arrière-coup, de son précaré colonial, et que seuls les dirigeants militaires de la Confédération des États du Sahel ont eu le courage de détricoter et de rompre. Mamadou Koulibaly, dont j'ai été conseiller exécutif jusqu'à mon arrestation et mon expulsion de la Côte d'Ivoire en 2019, est le premier homme politique africain à avoir rendu public en 2005 sous le titre « Les servitudes du pacte colonial ». Quand j'ai contacté l'éditeur en juillet 2019 pour savoir si on pouvait ressortir l'ouvrage avec une préface postface actualisée, il m'a dit que l'application utilisée pour la mise en page en 2005 étant obsolète, ils ne sont pas en mesure de le rééditer. Vous pouvez néanmoins télécharger la version originale de ce livre que tout Africain qui se respecte devrait avoir lu dans mon canal Telegram. Et elle met donc le lien à ce niveau pour son canal Telegram. Ouvrir Telegram. Voilà, voici le livre en question. Ok, profitez une fois alors pour télécharger. Donc, pour ceux qui veulent télécharger, vous savez où aller. Vous partez sur son Twitter, sur son X, vous regardez cette publication, puis vous descendez à la fin, vous cliquez et vous aurez accès à son canal Telegram. On va terminer avec cette vidéo de ce monsieur qui explique que Alassane Ouattara est lâché par ses parrains. Ouattara incarne toute la violence que nous avons vécue en Côte d'Ivoire. Il le dit, écoutons-le. Je dirais nous rejoindre dans les critiques que nous avions formulées à cette époque. Donc c'est tout ce que nous retenons. Que c'est le régime, parce que le régime de Ouattara est lâché par ses propres parrains, que Robert Bourgi peut se permettre de faire sa sortie, peut se permettre de voler
si on peut parler de voler au secours de Laurent Gbagbo, d'affirmer une vérité qui était celle que nous disions il y a plus de 10 ans. Pour ceux qui se rappellent de l'affaire, Robert Bourgi, c'est le monsieur Afrique là, le monsieur Afrique, c'est comme ça qu'on l'appelait, qui était chargé des affaires un peu basses des présidents français en Afrique ou du gouvernement français dans son ensemble en Afrique. C'est lui vraiment qui faisait les transactions d'argent, qui se chargeait d'organiser les coups d'État, d'organiser les trucs comme ça là en Afrique et plein de petites choses. Je pense que vous n'avez peut-être pas manqué l'affaire. Il a été le pilier de la France-Afrique aux côtés de son mentor Jacques Foccart, d'Houphouët-Boigny à Sarkozy en passant par les Bongo, Sassou, Gbagbo, Chirac, Compaoré ou Mobutu. Les relations entre la France et l'Afrique n'ont aucun secret pour lui. D'ailleurs, c'est le titre de ses mémoires. Ils savent que je sais tout. Ma vie en France-Afrique, édition Max Milo. Robert Bourgi, bonsoir. Bonsoir, madame. Livre coécrit avec Frédéric Lejal. Avant d'y revenir, on va regarder ce portrait de vous. Il est signé Simon Rodier et Lionel Bello. Robert Bourgi, franco-libanais né à Dakar, est un nom incontournable dans le rapport de la France au continent africain. Incontournable de la France-Afrique. Son rôle est résumé en quelques mots par un journaliste spécialisé, ici en 2011. Le rôle de Robert Bourgi, c'est vraiment d'être le messager des présidents africains auprès des hommes de pouvoir et en particulier de l'Élysée et des présidents français. Il a toujours joué ce rôle sur une très longue période. Homme d'affaires, entremetteur, simple avocat, éminence grise, conseiller occulte ou porteur de valises, ou tout à la fois, difficile de laisser Robert Bourgi dans une seule case. C'est donc ce monsieur Robert Bourgi là, si vous vous rappelez, il a particulièrement fait des révélations par exemple au sujet de Gbagbo et de comment est-ce que le pouvoir avait été pris par Ouattara, de qui soutenait qui, comment, pourquoi, et du fait que Gbagbo avait été chassé volontairement, vitrifié, que toute l'affaire autour de Gbagbo, voilà, était de la fumette, dont l'objectif était simplement de l'éloigner le plus longtemps et le plus loin possible du pouvoir en Côte d'Ivoire. Entre autres, parce qu'il a fait sortir tout un livre où il fait pléthore de révélations, voilà. Donc c'est ça le principe. Ce monsieur explique donc que c'est parce que Ouattara a été lâché par ses parrains que ce Robert Bourgi là voilà peut commencer à parler et dénoncer ce fait là particulièrement. En l'occurrence que Ouattara n'a jamais démocratiquement gagné les élections. C'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il explique et c'est ce qu'il dit aussi dans son livre. On peut parler de voler au secours de Laurent Gbagbo, d'affirmer une vérité qui était celle que nous disions il y a plus de 10 ans. Vous êtes candidat à la présidentielle de 2025, c'est dans moins d'un an, et vous êtes persuadé que l'actuel chef de l'État, Alassane Ouattara, ne le sera pas. Pourquoi ? Parce que sa candidature pose plus de problèmes qu'elle n'apporte des solutions. En 2020 déjà, elle posait plus de problèmes. En 2020 déjà, il était dans l'illégalité par rapport à cette candidature, qui était anticonstitutionnelle. Nous l'avions dénoncé. Cette candidature a occasionné plus de 80 morts. 2025, ça ferait 5 ans supplémentaires, ce serait 5 ans de trop. Et 2030, alors, le pays ne peut pas se permettre cela. D'abord, il n'est plus dans le même état physique qu'il y a 5 ans. Ensuite, lui-même, à plusieurs occasions, a affirmé qu'il fallait passer le flambeau à une nouvelle génération et que sa candidature en 2020 est principalement dictée par le fait que son candidat nous a quittés brutalement, qu'il n'était pas prêt. Quel argument peut-il avancer en 2025 pour justifier sa candidature? Il n'a plus d'argument. Il ne peut même pas avancer l'argument qu'il n'a pas de cadre suffisamment formé. C'est son parti qui est au pouvoir. Il a un vice-président, il a un premier ministre. C'était déjà son parti qui était au pouvoir en 2020. Il y avait déjà des cadres de rechange. Oui. Et en 2025, encore plus qu'en 2020. Alors, donc, il n'y a aucune raison. Ensuite, pour la Côte d'Ivoire, il est important que nous puissions tourner cette page. M. Ouattara incarne toutes les violences que nous avons connues. Il est bon qu'on tourne la page avec lui, avec son départ, pour que nous puissions écrire une nouvelle page de l'histoire de notre pays. Voilà, c'était tout pour ce zapping. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo.